Bonjour, très heureuse de vous retrouver ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour un grand entretien international avec RFI et le journal Le Monde. Nous sommes dans le deuxième plus grand pays d'Afrique, au cœur de ce continent, un pays riche en ressources naturelles, mais où la pauvreté est omniprésente. Alors, en décembre prochain, la RDC devrait se choisir un nouveau président. Joseph Kabila, au pouvoir depuis 17 ans, est arrivé au terme de son deuxième mandat en 2016. Beaucoup d'incertitudes planent encore sur ce scrutin, reporté à plusieurs reprises. Pour en parler, mais aussi pour évoquer la situation de ce pays, de ses relations avec le reste du monde, eh bien, Léonard Okitundu est notre invité. Bonjour, Monsieur le Ministre. Il est vice-premier ministre et chargé des Affaires étrangères. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, à celles de Sophie Malibaud de RFI Bonjour. Et de Christophe Ayad du journal Le Monde. La RDC, la République démocratique du Congo, est un pays où TV5 Monde est très écouté, le plus regardé. Avant de poursuivre cet entretien, je voudrais vous proposer un court extrait d'un documentaire. Son titre, Kinshasa Makambo, ce qui veut dire Kinshasa casse-tête. Il a été réalisé par un cinéaste congolais, Dieudonné Amadi, un film sur ces jeunes qui ont manifesté dans la capitale entre septembre 2016 et janvier 2017 pour réclamer le départ du président Kabila, dont le mandat s'est achevé, je vous le disais, il y a 2 ans. L'histoire du Congo, c'est nous tous qui allons l'écrire. C'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est moi. L'histoire du Congo, on doit l'écrire aujourd'hui, pas demain. Kabila, on te prévient, ton mandat est terminé. Kabila, ne nous trahis pas. Il prône la non-violence. Mais qu'est-ce qu'on peut faire face à un régime violent ? On a marre de Kabila. On veut plus de ce monsieur. Dites-lui de dégager, car on arrive. Alors, ce film a été présenté dans plusieurs festivals. Il a été primé, il vient juste d'être primé en Grande-Bretagne. Monsieur le ministre, cette impatience que l'on entend dans la rue, est-ce qu'elle a été entendue? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que les élections du 23 décembre prochain auront bien lieu? Les élections auront lieu le 23 décembre 2018, comme prévu dans le calendrier électoral qui a été publié par la Commission électorale nationale indépendante. Présidentielle et législative et provinciale. Voilà. Donc, pour les provinciales, ce 24 juin, les dépôts des candidatures commencent. Et pour la présidentielle et les élections, la députation nationale, ce sera le 24 juillet. Donc, dans 2 mois presque, nous rentrons dans la dernière ligne droite avant le 23 décembre. Donc, vos concitoyens ont rendez-vous pour ce scrutin le 23 décembre. Sophie. Monsieur Okitundu, est-ce que vous nous confirmez également aussi qu'à cette date du 23 décembre, le président Kabila passera la main? Est-ce que vous confirmez que cette constitution ne l'autorise pas en aucun cas à se maintenir au pouvoir, quel que soit? Je crois que le chef de l'État lui-même a répondu à cette question. Les dépôts de candidatures se feront conformément à la Constitution. Alors, pour plus de précision, je pense que d'ici 30 jours, lorsqu'il y aura dépôt de candidatures pour la présidentielle et la députation nationale, je crois que ce doute sera levé définitivement. Et pourquoi il ne lève pas l'équivoque plus tôt, puisque vous le savez, les doutes s'expriment à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Mais ce sont des doutes qui ne sont pas justifiés, parce que si le président de la République a très très bien précisé qu'il respectera la Constitution. Donc, en amont de 2016, il nous avait dit la même chose. Mais bien entendu. Mais simplement, ensuite, il y a eu un report de 2 ans. Ah oui, mais là, c'était autre chose. Ce n'était pas pour une question de dépôt de candidature. C'était simplement que les élections ne pouvaient pas être organisées à la date constitutionnelle et par conséquent, il fallait les reporter. Parce que nous étions confrontés à des contraintes qui étaient insurmontables. C'est uniquement cela. Monsieur le ministre, dans un mois et demi, comme vous dites, le parti présidentiel, le PPRD, doit désigner un candidat.
on ne voit pas du tout se dessiner quoi que ce soit, un dauphin, ni un processus de désignation, rien. Comment la mouvance présidentielle va désigner un candidat sans avoir rien préparé pendant les 2 années qui viennent de s'écouler, ni les 5 années précédentes? Non, ça c'est vous qui dites que nous ne sommes pas préparés. Je vois qu'on se rencontre souvent. Nous nous préparons justement à déposer la candidature de la majorité présidentielle, pas seulement le PPRD. Le PPRD fait partie de la majorité présidentielle. Donc la majorité présidentielle présentera sa candidature dans 1 mois presque. Mais présentera un candidat. Un candidat, bien entendu, pour la majorité présidentielle, effectivement. Avant de poursuivre cet entretien, je vous propose, si vous voulez bien, Monsieur le Ministre, une photographie de la situation en RDC ces dernières années. Votre pays est le plus grand État francophone du monde, 80 millions d'habitants, 9 frontières. Un pays immensément riche en ressources naturelles, comme le bois, et un sous-sol qui regorge de cobalt, d'or et de cuivre. Ce qui suscite l'omniprésence des investisseurs étrangers, comme la Chine, ces dernières années. Mais la RDC, c'est aussi l'un des pays les plus pauvres du monde. 8 Congolais sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Après des décennies de guerre, notamment à l'Est, au Nord Kivu et au Kasaï, qui auraient fait 6 millions de morts et 4,5 millions de déplacés selon l'ONU, vous connaissez en ce moment le 9e épisode du virus Ebola et votre population souffre de la famine au Kasaï. Avec les Nations Unies, rien ne va plus. Vous voulez vous passer de leur aide humanitaire, demander le départ des casques bleus de la MONUSCO et rejeter en bloc leurs accusations. La République démocratique du Congo n'est pas l'enfer des droits de l'homme que l'on veut bien présenter à tort. Votre alternance démocratique est un défi. Votre président, Joseph Kabila, est au pouvoir depuis 17 ans, alors que son 2e mandat a pris fin en 2016. Sera-t-il candidat à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain, bien que la Constitution ne l'autorise pas à se représenter? Depuis 2 ans, son maintien au pouvoir aura provoqué manifestations et affrontements. Quelle place aujourd'hui pour vos opposants, dont certains sont exilés, comme Moïse Katumbi, l'un des candidats déclarés à la présidentielle? Beaucoup d'interrogations planent encore sur l'organisation du scrutin. Son enlisement pourrait isoler davantage votre pays sur la scène internationale et le plonger dans l'incertitude. Alors, toujours sur la question des élections, Sophie. Oui, Léonard Kitundu, les inquiétudes, elles reposent surtout sur la préparation, la façon dont le scrutin s'organise pour en faire une échéance crédible. Il y a notamment cette affaire des fichiers électoraux. On se rapproche de l'échéance. Quand est-ce que vont être rendus publics les fichiers électoraux provisoires, puisqu'il est indiqué qu'il y a pour l'instant beaucoup de problèmes? Quand est-ce que les gens vont pouvoir vérifier l'état des fichiers électoraux? Bon. Il n'y a pas de problème insurmontable pour cela. Je pense que la Commission électorale indépendante a procédé d'abord au premier nettoyage du fichier, comme ça se fait normalement. Et puis de 46 millions d'électeurs, on est arrivé à 40 millions. Bon, ça c'était OK. Alors maintenant, ce fichier devait être soumis à un audit par l'Organisation internationale de la francophonie. C'est ce qui a été fait. Alors, cet audit, c'était pourquoi? C'était pour voir un peu s'il y a des insuffisances ou des erreurs qui ont été commises. Mais, que je sache, les conclusions de l'Organisation internationale de la francophonie n'ont pas remis en cause la totalité du fichier. Alors l'OIF a estimé que voilà, c'était perfectible et il a relevé notamment qu'il y avait à peu près, il y avait des problèmes avec tout de même quelques 8 millions d'électeurs enregistrés sur 40 millions, ce qui fait beaucoup. Des gens qui n'ont pas d'empreinte, des gens qui sont des mineurs, des gens des cartes qui ont disparu, et d'où l'importance et d'où la revendication de voir afficher ce fichier provisoire. Ça a été annoncé. Est-ce que cela va se concrétiser? Absolument, ça va être affiché. Mais n'exagérons rien du tout. Pour l'Organisation internationale de la francophonie, je crois qu'on s'était mis d'accord là-dessus. Nous allons prendre en considération les insuffisances relevées, parce que c'est une évaluation que l'on fait, et ça va compter pour les prochaines échéances. Mais cette fois-ci,
il n'y a pas d'élection parfaite. Et la commission elle-même a constaté qu'il y avait certaines personnes qui ont été enregistrées qui n'avaient pas le droit de l'être. Par conséquent, la publication de ces listes, c'est vraiment conformément au calendrier qui est prévu par la... Donc vous passerez directement à l'affichage final, pas d'affichage provisoire. Non, il y aura un affichage provisoire, puis définitif, c'est tout à fait clair. Monsieur le ministre, ça va se faire conformément au calendrier prévu par la CENI. Monsieur le ministre, beaucoup de doutes s'expriment aussi sur les machines électorales, les machines à voter. Et même un pays comme la Corée du Sud, dont une entreprise va produire ces machines, a dit qu'elle ne garantissait rien et qu'au contraire, elle pouvait être facteur de fraude. Est-ce que c'était vraiment sage de choisir des machines aussi chères, sophistiquées et fragiles et sujettes à suspicion? Bien au contraire. Si on a recouru à cette machine, c'est justement pour réduire les coûts. Vous savez, le coût des élections en RDC, c'est 1,2 milliard de dollars. C'est une des raisons. Et puis, nous avons levé l'option de financer les élections par fonds propres. Et ça, c'est tout à fait clair, c'est une question de souveraineté. Vous avez préféré des machines imparfaites Non, pas du tout. Non, attendez, sur cette question-là, je vais revenir. Ce ne sont pas des machines imparfaites. Vous parlez de la Corée du Sud. Mais c'est l'ambassadeur de la Corée du Sud qui est venu, avec l'entreprise en question, vanter la fiabilité, et même l'expertise de ce fichier, de cette machine, ici à Kinshasa. Oui. La machine en tant que telle était jugée correcte. La difficulté est de l'adapter au pays. C'est la même ambassade qui revient de nouveau, et même les autorités coréennes pourraient mettre en cause la machine. Tout ça, c'est un débat qui ne tient pas du tout. Je crois qu'on veut tout simplement prolonger les élections. Je vous rappelle que ce qui est interdit par la Constitution, c'est le vote électronique. Ici, la machine à voter ne constitue pas un vote électronique. Ici, la machine sert simplement à imprimer un bulletin qui permet à l'électeur de voter. Donc, ce débat, à mon avis, est déjà dépassé. D'ailleurs, il y aura des élections prochainement au Brésil. Le Brésil utilise la même machine à voter. Et le Brésil n'est pas n'importe quel pays. C'est quand même un pays important au sein du BRIC. Donc, tous ces débats-là, c'est vraiment... l'opposition, elle est là pour contester, c'est son rôle, mais ça ne remet pas en cause la fiabilité de cette machine. Alors, Monsieur le Ministre, puisque nous parlons de l'opposition, le 8 juin dernier, la Cour pénale internationale qui avait condamné à La Haye en 2016 Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, eh bien, l'a acquitté des faits commis en Centrafrique. C'est un homme qui compte ici, Jean-Pierre Bemba, enfin, qui a compté en RDC. Il a été vice-président, candidat à l'élection présidentielle en 2006. Donc le voilà libre. Il est en Belgique désormais. Il attend encore une décision de justice. Mais beaucoup, dans votre pays, le voient déjà comme un candidat à l'élection présidentielle. Alors la question est très très simple. Va-t-il être autorisé à revenir en RDC si sa situation sur le plan judiciaire le lui permet? Et si oui, pourra-t-il, s'il le souhaite, être candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018? Écoutez, ce n'est pas chez Okitono de déterminer si oui ou non une personne remplit les conditions pour déposer sa candidature. Je crois que les jours où il peut déposer sa candidature, c'est la commission électorale qui examinera si les conditions sont remplies ou pas. La première question, c'était est-ce que vous allez l'autoriser est-ce qu'il va pouvoir rentrer ici en RDC sans problème? Je ne pense pas du tout qu'il y ait un problème à ces sujets. D'abord, Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas le gouvernement qui l'a chassé de la République démocratique du Congo. Il est parti de sa propre volonté. Il est parti, Monsieur le ministre, quand il est parti, il y avait un mandat d'arrêt contre lui pour haute trahison. Est-ce que aujourd'hui vous confirmez... Vous êtes sûr qu'il y a un mandat d'arrêt? C'est vous qui me l'apprenez. Ah bon? Je ne savais pas. Oui. Ah bon. Je ne savais pas s'il y avait un mandat pour haute trahison. Donc, Ouais, Monsieur le ministre, à votre documenté. connaissance, il n'y a pas de charge judiciaire qui pèse à l'heure actuelle sur M. Bemba en RDC? En tout cas, sur cette question-là, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Vous n'en êtes pas informé? Je ne suis pas informé que Jean-Pierre Bemba a un dossier judiciaire ici. Donc mais alors, vous en ce moment... ne pouvez pas confirmer que quand il rentrera, il sera forcément libre de ses mouvements? Non, je ne peux pas dire cela. Franchement, sur la situation de Jean-Pierre Bemba, il est parti de sa propre volonté. Ah, maintenant, s'il veut rentrer, il pourra rentrer. Maintenant, s'il a des ennuis judiciaires, même en République démocratique du Congo, ça c'est lui qui sait, au niveau de la justice. Mais moi, je ne suis pas au courant du tout de cela. D'autres questions sur l'opposition? Oui, autre opposant qui compte, l'homme d'affaires Moïse Katumbi, qui lui aussi est en Belgique.
et qui lui aussi a été l'objet d'un jugement le condamnant à 3 ans de prison. Mais la juge ensuite s'est exprimée pour expliquer qu'elle avait dû juger, que son jugement était politique, elle avait subi des pressions et elle est désormais elle-même en exil pour avoir été menacée. Comment expliquez-vous? Est-ce que vous pensez que le scrutin peut garder une certaine crédibilité si les opposants sont ainsi gardés à l'extérieur du pays? Écoutez, je rappelle comment Moïse Katumbi, avant de partir, ici, avait des problèmes sur le plan judiciaire. Il est parti, c'est avec l'autorisation, même des autorités judiciaires, parce qu'il voulait se faire soigner à l'extérieur. Et il est parti légalement. Il n'y a pas eu de problème. C'est cela. Alors, maintenant, il va à l'extérieur, bon, il mène sa campagne, ça c'est son problème. Alors, s'il rentre au pays, bon, écoutez, il sera entre les mains de la justice, comme ça a été prévu. Je crois que le ministre de la Justice s'est prononcé à ce sujet. C'est-à-dire, il retrouvera la situation qui était la sienne avant de partir. C'est uniquement ça. Ça veut dire qu'il est empêché il est empêché finalement de mener moi, campagne. je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ce n'est pas à nous de l'empêcher de mener campagne. Mais maintenant, s'il a un problème judiciaire, il faut respecter l'indépendance de la justice. Il n'a qu'à se défendre l'indépendance de la justice. S'il s'avère qu'il n'a rien à lui reprocher, à ce moment-là, il recouvrira sa liberté, il n'y a aucun problème. Monsieur le ministre, puisqu'on parle d'opposition, est-ce que l'Église est devenue la principale force d'opposition ici en République démocratique du Congo? Elle a appelé à des rassemblements qui ont eu lieu en décembre dernier, puis en janvier, des marches qui ont été réprimées, parfois dans la violence, il y a eu des morts. Est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui la principale force d'opposition? Bon, je ne sais pas si... D'abord, nous sommes dans une république laïque, hein. Il faut comprendre cela. Oui, mais elle a quand même été celle qui a soutenu l'accord de la Saint-Sylvestre. La République est une république laïque. Ce n'est pas une république catholique. Pas du tout. Ça, il faut qu'on se rappelle bien. Et étant devant les Français, je crois que vous vous rappelez, c'est un principe important, alors, et qui d'ailleurs est violé systématiquement ici. Je ne pense pas du tout. Elle a joué, et les autorités ont accepté qu'elle joue un rôle dans des négociations pour notamment l'accord de la Saint-Sylvestre. En tant que membre de la société civile. C'est à ce titre-là que l'Église a été autorisée à servir non pas de médiateur au sens du droit international du terme, mais donner ses bons offices, accorder ses bons offices pour le meilleur aboutissement du dialogue entre parties prenantes au dialogue national. Alors justement, le comité laïque de coordination demande des signes rassurants. Qu'est-ce que, dans ce processus électoral, et notamment libération de prisonniers politiques, il y a une association ici au Congo qui en dénombre 350. Alors est-ce qu'il va y avoir des gestes? Les mouvements citoyens aussi ont des détenus. Dans le cadre du dialogue, lors des conclusions, il a été prévu des mesures de décrispation. Alors, comme vous savez très bien, le ministre de la Justice a fait libérer beaucoup de personnes à ces sujets. Alors, quand vous parlez des prisonniers, disons, dits politiques, il faut les citer nommément et qu'on sache qui est effectivement prisonnier politique et qui ne l'est pas. C'est la question. Alors, en tout cas, énormément de personnes ont bénéficié de ces mesures de clémence. Si on parle des militants du mouvement Filimbi, qui sont 5 en détention arbitraire, même la justice des droits humains l'a confirmé, en détention arbitraire depuis 5 mois, ceux-là vont-ils être libérés dans un temps, ou du moins jugés, parce que leur situation... Ce n'est pas... c'est la justice qui permettra de déterminer si une personne est arrêtée arbitrairement ou pas. Pour l'instant, la justice n'agit pas, ils sont en détention arbitraire. On ne peut pas dire qu'ils ont été arrêtés arbitrairement. Ça, c'est votre opinion et l'opinion de ceux qui le disent. Ils sont détenus arbitrairement. Ils sont détenus sans jugement. Ah non, ils ne sont pas jugés depuis 5 mois. Mais non, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles, peut-être pour besoin d'enquête, ils ne sont pas encore traduits devant un juge, mais c'est tout simplement ça. Mais vous ne pouvez pas dire qu'ils sont arrêtés arbitrairement. Mais l'audience est sans cesse reportée. Ils devaient être entendus cette semaine. Ils ne le sont toujours pas. Mais c'est justement, le processus judiciaire continue et ils vont être traduits devant la justice le moment venu.
Mais je ne peux pas comprendre que vous puissiez déterminer qu'ils sont arrêtés arbitrairement. Et vous regrettez que l'Église, donc, pour revenir à cette question, est appelée à ces rassemblements et exerce des pressions, en tout cas en suivant très scrupuleusement l'organisation de ce scrutin sur les autorités? Vous savez, dans une république laïque, il y a une indépendance réciproque entre les confessions, donc et les options spirituelles, et les autorités de la République. Les autorités ne se mêlent pas de ce qui se passe dans les confessions religieuses et réciproquement, les confessions religieuses ne se mêlent pas de la politique. Et je crois que d'ailleurs, dernièrement... Donc l'Église doit rester dans ces églises. Dans ces églises, ça Très c'est bien. tout à fait clair. Il faut qu'on comprenne. Christophe. Mais en entre-temps, on a développé un mouvement que vous avez appelé tout à l'heure, les laïcs, qui prônent les manifestations, tout. Ça c'est tout à fait autre chose. Ils prônent la démocratie. Oui. Alors vous dites qu'ils demandent des signaux clairs. Mais quels sont ces signaux clairs alors que la Commission électorale indépendante a publié le calendrier? Les élections auront lieu le 23 décembre. Et comme je vous disais maintenant, les dépôts de candidatures vont commencer le 24 juin. Quels autres signaux beaucoup plus clairs que cela? Monsieur le ministre, je reviens sur la question de l'Église. Oui. Est-ce que empêcher le nonce apostolique, qui est un peu l'ambassadeur du Vatican, de revenir dans le pays où il était en poste, est-ce que c'est une politique courante vis-à-vis du Vatican, qui est un État et qui qui a des intérêts importants au Congo, Ça, c'est vous qui m'apprenez. Qui a empêché le nonce apostolique d'être là? Je crois que le nonce apostolique, quand il est parti de lui-même. Et on n'a pas vu les autorités. C'est plus possible. Ah non, ça c'est vous qui le dites. Donc il est bienvenu. Moi, je n'ai pas reçu aucune demande de la part du nonce apostolique de venir à Kinshasa. Ça c'est vous qui me l'apprenez. Ça c'est quand même terrible. Et le nonce apostolique, est-ce qu'on a chassé le nonce apostolique de la République démocratique du Congo? Non. Que nous sachions, moi j'ai reçu une note verbale. Je crois qu'il devait retourner pour consultation à Rome, et c'est tout. Alors, Monsieur le ministre, puisqu'on parle des relations de la RDC avec les autres États, les relations de votre pays avec l'ensemble de la communauté internationale se sont tendues ces derniers mois. Par exemple, des pays frontaliers, toujours cette question de l'élection, on y revient, mais des pays frontaliers comme l'Ouganda et l'Angola ont manifesté clairement l'intérêt qu'ils apportaient aux prochaines élections dans votre pays. Ils souhaitent une alternance. Ils semblent redouter une situation de chaos à leur porte. Et si ces élections ne se déroulent pas, alors est-ce que c'est un intérêt légitime ou pour vous de l'ingérence? D'abord, est-ce que ces pays peuvent donner une leçon de démocratie à la République démocratique du Congo? Les pays que vous citez là, franchement, est-ce qu'ils sont l'exemple de démocratie? Et vous êtes ici en République démocratique du Congo, vous remarquez très bien le pluralisme politique qu'il y a dans ce pays, la manière dont les gens s'expriment politiquement dans ce pays. Est-ce que dans leur propre pays, les citoyens peuvent faire la même chose? Nullement. Donc nous n'avons pas de leçon de démocratie à recevoir de ces pays-là. Je vous dis. Nous sommes un pays souverain, un point c'est tout. Et nous sommes dans une organisation internationale. S'il y a des problèmes, s'il y a des concertations à faire, des consultations, nous le ferons dans les organisations sous-régionales auxquelles nous appartenons, et ça se fera. Vous n'avez pas apprécié les commentaires qui ont été faits donc, par les deux présidents? Mais sur écoutez, la nécessité d'une alternance, sur que le président Kabila se dise clairement. Ce n'est pas. Mais ça, c'est ce que nous n'avons pas apprécié, c'est lorsqu'on les chefs d'État se trouvent à l'étranger et disent voilà, nous avons une initiative sur le Congo. Alors ça, c'est ce qui s'est passé. On peut resituer ça. C'est ce qui s'est passé à Paris avec le président Macron et effectivement l'Angola et le Rwanda. Voilà. Alors là, vous avez même convoqué les représentants de ces trois pays pour avoir des éclaircissements sur ces mots qui avaient été prononcés. Vous avez eu des éclaircissements? Non, pas du tout, jusqu'à présent. Très courtoisement, quand j'ai dit convoquer, c'est même trop dire, parce que ce n'était pas pour adresser des remontrances, tout simplement. Nous avons là des pays amis, et surtout la France, le Rwanda et l'Angola. Alors, on nous apprend depuis l'extérieur qu'il y a une initiative qui est prise sur la RDC, alors que la RDC elle-même ne le sait pas et n'est pas associée à la prise de cette initiative. Alors, ce que nous voulons, c'est obtenir des précisions à ces sujets. Vous n'avez pas obtenu? Non, jusqu'à présent, non. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez l'impression que la France est en train de changer de position?
Moi, je ne sais pas. Mais tout simplement, ce que nous avons regretté, c'est qu'on puisse, comme ça, déclarer depuis l'extérieur qu'il y avait une initiative sans que nous ayons été mis au courant. C'est tout simplement ce que nous avons regretté. Mais il n'y a pas de suite encore. Mais que la France ait changé d'attitude, je ne sais pas. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a de bonnes relations entre la République démocratique du Congo et la France. Et nous comptons beaucoup sur la France, surtout particulièrement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, jusqu'à présent, à part cette petite phrase, les prononcée par le président Macron, entre la France et la République démocratique du Congo elles sont bonnes. Oui, parce que Paul Kagame, quand il fait ses remarques, il est président en exercice de l'Union africaine. Est-ce que vous contestez ce rôle qu'il incarne actuellement? Non, mais c'est la manière de le dire et dans quel cadre. C'est cela. Si bientôt il y aura le sommet des chefs d'État, si vous avez des choses à dire sur la RDC, il y a un cadre prévu pour ce faire. Et ensuite, le président en question fait partie de la communauté des États de l'Afrique centrale. La CAC, s'il y a des problèmes, on règle au sein de la CAC. Et nous avons encore une multiple appartenance, nous appartenons à la SADC. Alors, le voisin ici est aussi président de l'organe de la SADC. Alors, s'il y a des problèmes, on convoque la réunion de l'organe, et puis on règle le problème. Comme prochainement, il y aura une réunion ministérielle sur l'organe. Monsieur le ministre, il devait y avoir une réunion ce dimanche à Luanda, puis finalement elle a été reportée. Pourquoi? C'est parce que vous avez l'impression qu'il y a un complot contre le Congo, ou cette réunion n'est pas opportune, le Congo n'en veut pas? Mais voilà encore un exemple. Je suis ministre des Affaires étrangères. Nullement j'ai été informé qu'il y aurait une réunion ce dimanche. C'est complètement faux. Je suis en contact avec mon collègue angolais des Affaires étrangères et nous étions en train de préparer une réunion bilatérale entre la RDC et l'Angola. Simplement, il est retenu actuellement pour des raisons de santé à Madrid et c'est pour cette raison que j'irai ce lundi à Luanda pour prendre des initiatives de prochaines rencontres. Est-ce que vous avez l'impression... Il n'y a aucune réunion qui a été prévue. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même un complot, que des choses qu'on vous cache, des dessins cachés contre le Congo qui expliquent une sorte de réaction un peu épidermique de votre part? Qu'est-ce qui explique cela, enfin, ce raidissement? C'est parce que vous vous sentez entouré de gens qui ont des intentions pas claires vis-à-vis de votre pays? Nous n'allons pas vivre dans un climat complotiste, ce n'est pas notre problème. Et simplement, il s'est posé quelque chose dont nous voulons des éclaircissements, c'est-à-dire la fameuse initiative qui aurait été prise sur la RDC, c'est tout simplement. Mais franchement, nous ne vivons pas dans un climat de complot en République démocratique du Congo. Ce que nous voulons, c'est qu'on respecte les règles qui régissent les relations internationales. Concernant le Rwanda, justement, est-ce que vous voyez d'un mauvais œil le fait que la France soutienne la candidature d'une Rwandaise, Louise Mushikiwabo, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie? Et pour compléter, je dirais que vous avez quand même commenté, parce que c'était au même moment où la France a parlé d'initiative, vous avez dit avoir... Vous auriez aimé être informé que la France soutenait la candidature de Louise Mushikiwabo, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda? Ah non, pas du tout. Le dépôt d'une candidature pour être secrétaire général de la francophonie, écoutez, ça appartient à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas le dépôt comme ça. Mais ce qui nous a chagriné un peu, c'est le fait que le président français fasse comme s'il voulait mettre tous les autres membres de la francophonie devant un fait accompli. C'est uniquement ça. C'est la manière. Mais ce n'est pas sur la personne de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ce n'est pas ça. Mais c'est le fait de la manière dont ça a été présenté. C'est comme si on voulait imposer quelqu'un. Donc vous pensez que c'est une bonne candidature? Moi, je n'ai aucun problème avec Mme Mushikiwabo, qui est une grande ministre des Affaires étrangères. Je ne vois pas comment je pourrais m'opposer à cette candidature. Monsieur Shehu Kintundu, il y a eu depuis plusieurs mois des échanges de plus en plus durs entre la Belgique et votre pays, au point que, parmi des mesures de rétorsion à des sanctions, la maison Schengen a été fermée et finalement, ça prive des milliers de Congolais de visa pour l'Europe. Est-ce que cette mesure que vous avez prise, elle ne punit pas finalement le peuple congolais qui a de plus en plus de difficultés pour ne serait-ce que déposer un visa, puisque c'était le principal organisme par lequel il fallait passer pour avoir des visas pour l'espace Schengen en Europe? Et je crois que cette question, il faut aussi la poser à la Belgique.
Mais c'est vous qui avez fermé la maison Schengen, c'est pas la Belgique. Du Congo, d'accord, le pays de la République du Congo est un pays souverain. Nous voulons entretenir avec la Belgique des relations historiques d'amitié et de coopération. Mais ces mesures qui ont été prises, ce sont des mesures de rétorsion. C'est-à-dire que quand on dit rétorsion, c'est que quelqu'un avait commencé par prendre ces mesures-là. Et qui a commencé, c'est la Belgique. La Belgique a commencé par suspendre la coopération avec la RDC. C'était au lendemain de la répression des manifestations? Ça, c'est à la Belgique qu'il faut poser la question. Oui. Alors, la Belgique dit les 25 millions, c'était ça, 25 millions qui auraient dû être affectés aux structures gouvernementales, nous les réorientons vers les organisations non gouvernementales. Qu'est-ce que ça suggère? Ça veut dire que si on affecte cet argent aux structures gouvernementales, cet argent sera détourné. Ça ne se fait pas. Il y a même, ce sont des propos qui sont humiliants pour la République démocratique du Congo. Alors, vous savez, cette mesure-là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Depuis une année, le ministre des Affaires étrangères belge, depuis Bruxelles, a toujours fait des commentaires acerbes contre le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et ça, nous ne pouvons pas... Je crois qu'il y a longtemps que le Congo est indépendant, depuis 1960. Et un responsable belge ne peut pas se comporter depuis Bruxelles comme étant dans une métropole de la vieille époque. Ça, c'est terminé, ça. Donc, mais en quoi ça vous sert, cette fermeture? Ça ne vous sert pas? Ça impacte les Congolais? Mais nous aussi. Même les membres du gouvernement ne peuvent pas se rendre actuellement dans les pays Schengen. Mais c'est une mesure de rétorsion souveraine que nous prenons. Alors, écoute, et ça aussi, j'apporte une précision. Nous n'avons pas interdit à la Belgique d'accorder des visas. Ce que nous avons pris comme mesure, c'est de retirer la protection diplomatique à la maison Schengen. Je vous rappelle que, généralement, c'est à l'intérieur de l'ambassade qu'on accorde des visas. Mais à un moment donné, la France a délégué. Les Pays-Bas et le Portugal ont demandé à la Belgique d'exercer ces services en leur lieu et place. Alors ils ont dit, nous voulons le faire dans un cadre décentré, parce qu'à l'ambassade, les conditions n'étaient pas favorables pour accueillir les gens. Et c'est comme ça qu'on a créé cette maison Schengen. Mais on en est là, ça va réouvrir? Non, écoutez, nous avons retiré la protection. Nous n'avons pas interdit à la Belgique d'accorder des visas. Nous avons retiré la protection diplomatique à la maison Schengen. La Belgique n'a qu'à se réorganiser. Mais vous savez, à la Belgique de faire le premier pas. C'est la Belgique qui a commencé à prendre des mesures contre la République démocratique du Congo. C'est par la Belgique que le scandale est arrivé. Si la Belgique prend des mesures, en ce moment-là, on verra. Mais nous ne pouvons pas rester bras croisés, bras ballants, et quand on prend des mesures contre nous, nous restons inertes. Nous devons réagir à ces mesures. C'est ça, moi, c'est ce que nous avons fait. D'accord, monsieur le ministre. Mais est-ce que, par exemple, ce qui se passe avec les Nations Unies, c'est aussi une réaffirmation de votre souveraineté? Parce que les relations se sont compliquées avec les Nations Unies. Vous récusez... si vous avez discuté les chiffres le nombre de réfugiés, il parle de 4,5 millions de réfugiés sur votre territoire. Vous dites non par la voix de l'un de vos ministres. Vous dites qu'il n'y en a pas plus de 200 000. Vous avez boycotté une conférence sur l'aide internationale qui concernait votre pays. Vous avez dit que la MONUSCO doit se retirer de ce pays à échéance de 2020. D'ailleurs, la MONUSCO, qui est dans son mandat, doit apporter une aide logistique à l'élection du 23 décembre. Qu'est-ce qui se passe avec l'ONU? Est-ce que vous pensez qu'elle empiète sur votre souveraineté? Vous voyez, vous posez la question et en même temps, vous y répondez. Quand on prépare une conférence internationale humanitaire sur la République démocratique du Congo, quel est le premier partenaire? C'est le gouvernement de la République. Vous ne pouvez pas organiser une conférence à l'insu du gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est quand même terrible. C'est pour ça que nous nous sommes opposés. Nous n'avons pas récusé la solidarité internationale, pas du tout. Mais vous ne pouvez pas prendre des mesures, même humanitaires, en République démocratique du Congo, sans inclure, sans associer le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les relations internationales sont basées sur la souveraineté. Et quand on dit mais cette guerre de chiffres, alors, pourquoi dire il y a 200 000? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, quand vous voulez, nous avons boycotté la conférence tout simplement parce qu'on n'a pas associé la RDC dans la définition, la détermination des termes de référence de cette conférence-là. Ça ne se fait nulle part. Et nous ne voulons pas du tout que des petits groupes, même des petites organisations, puissent s'amuser à concocter des initiatives à l'extérieur et venir les imposer à la République. Ça, nous ne pouvons pas. Quand le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, écrit au président Kabila
en lui demandant à le rencontrer et qu'il ne reçoit pas de réponse. C'est une façon de couper les ponts? Non, moi-même j'étais, vous voyez ce que vous dites, moi j'étais moi-même à New York. J'ai vu le secrétaire général des Nations Unies. On a discuté, on était en train de voir quelle est la date qui convient le mieux, à la fois pour le secrétaire général, le chef de l'État et même le président de la Commission de l'Union africaine. Alors, tout ça, ce sont des bobards. Quand aura lieu cette visite, justement? Mais non, on est en train d'envisager, de voir quelle est la date qui convient pour les 3 personnalités. C'est tout simplement ça. Vous regrettez souvent, Monsieur Sékou Toundou, qu'on compare la RDC à un pays en guerre. Je vous propose d'écouter ce que disait Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, elle parlait du processus électoral aussi. Oui. Puisque vous en avez marre d'entendre des commentaires négatifs sur la RDC, je vous dirais qu'au lieu d'exprimer votre frustration, nous aurions aimé des actions concrètes de la part de votre pays, qui montrent que vous prenez en compte les inquiétudes de la population et que vous travaillez avec la CENI et les partenaires. Vous devez comprendre que votre gouvernement est responsable de la souffrance des populations et que vous seul pouvez y remédier. Ces propos, Monsieur le ministre de Nikki Haley, sont très fermes. Comment les interpréter? Les États-Unis vous lâchent? Non, pas du tout. Mais vous savez, ce qui s'est passé, c'est elle qui a présidé cette réunion informelle du Conseil de sécurité. Et elle a fait cette intervention, tout en présidant la réunion, elle a fait cette intervention à la fin des entretiens. C'est bien qu'elle ne m'a pas donné la possibilité de réagir à ce qu'elle a dit. C'est tout simplement ça. Mais et sur l'état de vos relations avec les États-Unis? Un peu tendancieux parce qu'elle a invité une personne qui fait partie de l'organisation de défense des droits de l'homme, qui a fait toute une litanie d'accusations qui était totalement infondée. C'est pour ça que j'ai réagi assez violemment, qui n'était basée sur rien. Il n'a apporté aucune preuve. Et c'est pour ça que j'ai réagi de cette façon-là. Alors, Mme Nikki Haley a commis l'erreur de donner, inviter cette personnalité, dire des choses qui étaient complètement inconvenantes par rapport à la RDC. C'est pour ça que je me suis révolté. Donc c'était une erreur des États-Unis d'inviter cette personne États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas... Elle est ambassadrice des États-Unis. C'est l'ambassadrice des États-Unis. C'est peut-être le regard qu'elle porte sur la situation de votre pays. Oui, mais le débat aurait dû être véritablement contradictoire, ce qui n'était pas le cas ce jour-là. Très bien. Si vous voulez bien, Monsieur le ministre, poursuivons sur la situation économique de votre pays. Ça ne va pas très bien en RDC. Hein. Et pourtant, on l'a dit à plusieurs occasions depuis le début de cet entretien, votre pays est un pays qui possède de très grandes ressources naturelles. On peut en citer qu'une, hein, c'est le cobalt, la moitié des ressources de la planète. Vous en produisez plus de la moitié aujourd'hui dans la production mondiale. Vous avez des sols fertiles, vous avez des ressources forestières, et pourtant, la population vit dans une grande pauvreté. Vous importez 70% de vos besoins alimentaires et seulement, je crois que c'est même pas un Congolais sur 10 qui a accès à l'électricité. En gros, c'est l'économie informelle et la débrouille qui font vivre vos concitoyens. Et les raisons généralement invoquées, ce sont l'insécurité, la corruption généralisée, pour expliquer cette absence de développement, l'absence d'infrastructures. Qui doit-on rendre comptable de ces difficultés de votre pays à se développer? Les présidents successifs depuis la fin de la colonisation, les gouvernements successifs? D'abord, la situation en RDC s'inscrit dans le cadre général des pays en voie de développement. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Mais c'est le 7e pays le plus pauvre au monde, monsieur. Pas du tout. Ce sont les chiffres du FMI et de la Banque mondiale. Vous croyez que les pays de la région ici, les Congolais peuvent envier la situation de ceux qui des pays, des associations des pays qui nous entourent? Où c'est? Mais pour l'instant, on parle de la RDC. C'est ça pour ça que je vous dis. Donc ici, dans notre pays, on revient de loin. Il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés. C'est-à-dire que c'était un pays post-conflit. Et vous avez parlé de matières premières. À un moment donné, les prix des matières premières ont chuté considérablement. C'est maintenant qu'on est en train de se relever, notamment avec le cuivre et le cobalt. Mais les prix ont chuté considérablement. Le budget de la RDC, ça ne dépasse pas 4 milliards de dollars en fonds propres pour une population de 80 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, peut-être on va atteindre la centaine. Donc il y a énormément de difficultés. Ce sont les manques des moyens qu'il faut. Vous parlez de la corruption, mais la corruption ne sévit pas
autre mesure en RDC que dans d'autres pays. Dans les classements internationaux, votre pays est très mal placé en concernant il faut prendre des mesures conséquentes à ces sujets. Et la mauvaise gouvernance. Et on s'y emploie. Le chef de l'État, d'ailleurs, a nommé un conseiller exprès dans ce domaine-là. Il y a un grand travail qui se fait. Donc, on peut compter effectivement pour l'avenir. Monsieur le ministre, il y a plus de 10 ans, on parlait déjà de fabriquer un 3e barrage, Inga 3, qui devait prendre le relais de Inga 2 et Inga 1, qui datent des années 60-70. En 10 ans, rien n'a été fait, rien n'a avancé. Dans un pays où un habitant sur 10 a accès à l'électricité de manière constante et courante. Comment ça se fait ? Le problème d'Inga est un problème structurel. C'est-à-dire Inga n'a pas été conçu à l'époque vraiment pour offrir l'énergie à toute la population. C'était plutôt c'est pour ça qu'un 3e projet était nécessaire. Exactement, 3e projet est nécessaire. Mais actuellement, je crois qu'un appel d'offres a été fait. Et actuellement, des consortiums, il y a l'Espagne, il y a l'Afrique du Sud et nous. Et on est en préparation, effectivement, pour monter ce... Mais est-ce qu'au bout de 2 mandats... Malgré ça, c'est vraiment une question d'avenir. C'est qu'il faut, pour résoudre la question énergétique en RDC, parce que la desserte est vraiment faible, à 9% à peu près, il faut nécessairement des microcentrales à travers toute la République démocratique du Congo. Mais on ne peut pas, ici, dans l'immédiat, mettre tous les espoirs sur Inga. Voilà. Je crois que ça, c'est au bout de 2 mandats du président Kabila, c'est normal qu'on en soit à des statistiques aussi faibles. Mais 2 mandats, avec quels moyens ? C'est pour ça que je dis qu'il faut aussi faire un travail comparatif. Et le prix du cuivre avait chuté considérablement. Même Glencore, à un moment donné, avait fermé. Il était déjà parti. Les Américains avaient même vendu Tenkefukuome aux Chinois. L'économie était à ce point extravertie, et puis de la monoproduction, qui fait qu'à chaque fois que les prix baissent au niveau international, ça a des répercussions. Mais monsieur le ministre, je me permets de vous poser cette question parce que l'agence Bloomberg, cette agence de presse américaine spécialisée dans l'information économique, révélait dans une étude il y a 1 an que le président et son entourage se sont constitués un empire économique qui a généré des centaines de millions de dollars. Alors la question elle est très simple, comment peut-on réussir à la tête de l'État, dans l'entourage du président, et pas pour le développement de ce pays ? Mais quel est cet empire ? Où ? Cet empire... l'agence Bloomberg est une agence sérieuse, monsieur le ministre. Mais c'est où ? Il faut qu'on nous donne des précisions. Il y a des investissements dans 70 entreprises ici. Oui, dans les mines, etc. C'est très documenté. Hein, je vous engage à regarder. Vous l'avez vu, ce rapport, ou pas ? Pas du tout. Je crois que tout ça, c'est des histoires. Pour l'instant, je ne pense pas du tout qu'il y ait un véritable empire. Mais alors, empire, où est-ce que cet empire est installé et quelles sont les productions ? C'est documenté dans ce rapport de l'agence Bloomberg. Mais la vraie question, c'est comment on peut, notamment au sommet de l'État et dans l'entourage du président, s'enrichir et en même temps ne pas réussir à mettre ce pays sur les rails du développement ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une notion, est-ce que la notion d'intérêt général, d'intérêt public, est suffisamment développée ici ? Absolument, en tout cas au sein du gouvernement, oui. Je ne pense pas du tout qu'aujourd'hui on peut accuser le gouvernement de détournement. Moi-même, je suis membre du gouvernement, je ne vois pas en quoi j'ai des détournements aux affaires étrangères. Moi, je ne pense pas du tout. Tout ça, c'est des racontars. Je voudrais revenir sur un chapitre qui a à voir justement avec les problèmes du développement. C'est aussi l'insécurité sur toute une frange du territoire, notamment des territoires entiers qui sont hors contrôle et qui sont aux mains des groupes armés. Comment vous expliquez aussi, vous qui avez demandé à ce que la MONUSCO d'ailleurs se retire d'ici 2020, sans avoir la garantie d'arriver à y apporter la paix, comment vous expliquez que votre armée ne puisse pas rétablir la sécurité dans ces provinces ? Il y a eu des moments, il y a eu des groupes armés qui étaient en affaiblissement total et puis ils ont ressurgi tout simplement parce qu'il n'y avait personne pour finir de les mettre hors d'état de nuire. Tout à fait, il y a des groupes armés qui sévissent à l'est de la République du Congo, mais en tout cas, un grand effort pour leur éradication a été accompli. Vous parlez de la MONUSCO, ce que nous reprochons à la MONUSCO, c'est justement cela. La MONUSCO, dans son mandat, est ici pour la protection des personnes civiles. Et jusqu'à présent, ils ont voulu jouer un rôle plutôt défensif ou même inactif. Ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui luttent contre les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Et cette région-là, vous savez, ce n'est pas pour rien que ces groupes d'armées
se focalisent dans cette partie de la République démocratique du Congo. D'abord, il y a des richesses minières, mais aussi certaines complicités dans les pays limitrophes. C'est pour ça que nous avons signé l'accord cadre. Et avec certaines franges de l'armée, peut-être? Ça, il peut y avoir peut-être un ou deux individus, mais ce n'est pas quelque chose qui soit systématiquement au niveau de ces structures de commandement de l'armée. Alors comment vous expliquez son incapacité à prendre le dessus définitivement sur ces groupes qui pullulent dans la région? Mais c'est ce que je dis. Aujourd'hui, un grand effort a été accompli sur ce plan-là. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces gens luttent avec des méthodes asymétriques. Et le gouvernement ne dispose que des moyens qui sont conventionnels. C'est cela. L'autre combat, c'est comment disposer des moyens conventionnels. Et en même temps, vous savez très bien que la RDC est sous embargo. À chaque fois que nous voulons acheter des armes, on nous l'interdit. Donc, il y a ce problème à l'Est, mais en tout cas, aujourd'hui, je crois que la situation est sous contrôle. Et il y a des groupes armés qui continuent, qui sont proches des résistances qui se maintiennent, mais notre détermination est effectivement de les éradiquer, notamment avec l'appui de la MONUSCO, conformément à la résolution. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais peut-être vous poser une dernière question qui concerne le docteur Denis Mukwege. C'est ce gynécologue chirurgien, puisqu'on parle de l'Est du pays, qui a réparé, on appelle l'homme qui répare les femmes. Hein. Il a réparé des dizaines de milliers de femmes qui ont été violées, parce que le viol est une arme de guerre dans l'Est de votre pays. Aujourd'hui, quand il n'est pas à l'étranger, il vit dans l'enceinte de cet hôpital qui est protégé par la MONUSCO. Est-ce qu'il est très critique par rapport au gouvernement et au président. Est-ce que vous, aujourd'hui, ou malgré ces critiques, et compte tenu de son engagement, vous vous sentez comptable de sa sécurité? Franchement, est-ce que le docteur Mukwege est menacé par les autorités de la République démocratique du Congo? Moi, je ne vois pas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus durs. Il a échappé à une tentative d'assassinat. De la part du gouvernement de la République? Non, mais je vous dis que sa situation... Donc, mais je vous dis, est-ce que vous vous sentez comptable de sa sécurité? Écoutez, les autorités gouvernementales, les autorités de la République démocratique du Congo n'ont rien à voir avec le professeur Mukwege. Il a fait un travail qui est reconnu par la communauté internationale. Nous en prenons acte. Il est connu dans le monde entier, il a eu le prix Sakharov. Voilà. Mais alors, l'opposition existe en RDC. Est-ce que l'opposition est aussi inquiétée, que ce soit au Parlement ou même dans la rue? L'opposition existe. Je ne vois pas pourquoi on inquiéterait le professeur Mukwege. Mais c'est un homme à protéger, que vous protégez? Enfin, mais écoutez, est-ce qu'il mérite une protection particulière? S'il estime qu'il est menacé et sa situation nécessite la protection... Mais l'un des chirurgiens qui travaillait avec lui a été assassiné. Mais par qui? Par les autorités de la République démocratique du Congo? Non, mais est-ce que mais vous voyez, c'est ce que vous dites. Mais si lui, il estime qu'il est en insécurité et que sa situation nécessite que les autorités assurent sa protection, effectivement, on le fait. La suspicion, c'est parfois que le pays a tendance à laisser proliférer certaines menaces dans certaines régions pour justifier finalement de tenir le pays d'une main de fer. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Par exemple, où? En Ituri. Voilà. Nous laissons pourrir exprès le gouvernement de la République? Ce sont des analyses qui circulent. Quelles analyses? C'est des procès d'intention. Oui. C'est effectivement des gens qui veulent attaquer le gouvernement pour rien du tout. Alors nous arrivons au terme de cet entretien, Monsieur le ministre. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à aux questions de TV5 Monde, à celles de Sophie Malibaud de RFI et de Christophe Ayad du journal Le Monde. Merci à vous tous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine à Paris. À bientôt.